Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Manon d'avoir accepté notre invitation. Tu es députée européenne de la France Insoumise, coprésidente du groupe La Gauche au Parlement européen. Tu viens de lancer l'opération #Qui commande pour mettre le focus notamment sur les multinationales qui violent les droits humains et détruisent aussi la planète, tout en s'exonérant d'ailleurs dans le même temps de toute responsabilité et en rejetant la faute la plupart du temps sur les fournisseurs. Un vote aura lieu au Parlement européen la semaine prochaine visant à mettre un terme justement aux violations des droits humains et aux destructions de l'environnement. Les lobbies ont commencé et depuis un moment déjà s'activent pour vider le texte de sa substance. En France, on a la RSE pourtant appliquée aux entreprises, la responsabilité sociale et environnementale, ça te fait sourire, mais tu vas nous dire pourquoi. Ça veut dire qu'agissant à l'étranger, les entreprises françaises peuvent tout à fait s'extraire du droit français. Qu'est-ce que ça va ou qu'est-ce que ça peut changer une réglementation européenne? Alors concrètement, pour savoir ce dont on parle de grandes entreprises multinationales, hein, celles qui vous vendent les produits quand vous faites vos courses, que vous vouliez ou non, hein, on n'a pas le choix. Je suis sûre que quand Pierre, tu vas faire tes courses, tu achètes du dentifrice, tu achètes à manger, qui est souvent produit par des grandes entreprises multinationales ou des fringues, etc. Et souvent, en fait, le modèle de ces grandes entreprises multinationales, c'est qu'elles font faire le sale boulot à leurs fournisseurs. Donc, c'est Nike et Zara qui va exploiter le travail forcé des Ouïghours en Chine. C'est McDo qui va exporter du soja issu de la déforestation en Amazonie. C'est Apple qui produit grâce à l'extraction du cuivre et du cobalt dans les mines au Congo avec du travail des enfants. C'est Nestlé qui utilise des enfants esclaves en Côte d'Ivoire. Bref, les exemples, je pourrais les multiplier. Et le modèle, c'est elles se disent « Ok, je vends en France ». Mais je fais faire le sale boulot par des fournisseurs, des sous-traitants, parfois même des filiales, mais elles disent c'est pas moi. Et donc du coup, elles sont exemptes de toute responsabilité. Le principe de devoir de vigilance, c'est dire ben maintenant en fait c'est fini. Maintenant vous êtes responsable pour tout ce qu'il se passe dans votre chaîne de production. Vous ne pouvez pas vous dédouaner sur les autres. Et deux choses. Un, vous devenez prévenir les risques. Donc, donner des informations sur votre chaîne de production, essayer d'analyser les risques et d'éviter les violations et les destructions de l'environnement. Et deux, s'il y a violation, eh bien, vous serez puni en justice, y compris dans la justice française, et les victimes pourront avoir accès à la justice. Et c'est ça la grande révolution de ce texte, c'est de se dire que les victimes de l'autre bout du monde pourront demander des comptes devant la justice française à une multinationale, y compris une multinationale qui n'est pas française, à partir du moment où c'est un produit qui est acheté sur le sol français. Alors, toi, vous appelez dans le texte à un devoir de vigilance. Qu'est-ce que c'est exactement ce devoir de vigilance qui existe déjà d'ailleurs dans une certaine mesure dans le droit français? Ouais, complètement. La France a été le premier pays. Ça a été un truc obtenu de haute lutte à l'époque, parce que j'avais déjà mené la bataille. On l'a obtenu à la fin du quinquennat Hollande en 2017. Le principe du devoir de vigilance, qui est pas complet en France, mais c'est quand même celui de se dire que les entreprises ont une double responsabilité, ce que je disais. La responsabilité de transparence dans leur chaîne de production et d'analyse des risques. Et la deuxième responsabilité qui est d'adresser ces risques et d'en payer les conséquences si elles détruisent l'environnement, si elles polluent, si elles exploitent des travailleurs enfants, etc., etc. Et la différence, c'est que la loi française, déjà, elle s'applique à un tout petit nombre d'entreprises, à peine plus d'une centaine, c'est vraiment les très, très grosses multinationales. Et puis, elle est très, très peu détaillée. Le texte de loi, si vous le regardez, il fait cette taille-là, c'est quelques lignes. Il y a eu encore très peu de cas en justice. Là, alors non seulement on aura la même loi partout en Europe, mais en plus ça s'adressera à un plus grand nombre d'entreprises, à toutes les entreprises, y compris les non-européennes qui ont une activité sur le sol européen. Et puis surtout, on est beaucoup plus détaillé sur ce qu'on demande aux entreprises et surtout le type de réparation et le type de sanction. Et quand on parle de sanctions, ça peut être jusqu'à 10%, 15% du chiffre d'affaires qu'une entreprise peut payer. Et là, franchement, c'est la carotte et le bâton. On sait très bien que c'est comme ça que ça marche si on veut dissuader les entreprises de saccager les droits de l'homme. Je l'ai dit tout à l'heure, les lobbies se sont mobilisés quand même pour essayer de vider le texte de sa substance. Toi, tu leur as répondu par des lettres d'amour sous forme d'ironie. Comment ça se formalise? Qu'est-ce que les lobbies viennent dire aux députés européens? Explique-nous un peu comment concrètement ils se mobilisent et comment, à la fin des fins, peut-être, tu vas nous le dire d'ailleurs, le texte sera vidé de sa substance. Alors les lobbies, alors c'est pas une surprise ici au Parlement européen et sur la place européenne, ils sont extrêmement actifs. C'est la deuxième place où il y a le plus de lobbies dans le monde après Washington. Ils sont puissants et à la fois discrets. Et depuis le début du mandat, à chaque fois qu'on reçoit des courriers de lobby et tout, et je me dis mais
mince, il faut que les gens sachent à quel point ils sont en train de capturer la démocratie. Et sur ce texte, ce n'est pas une surprise, les lobbies de toutes les grandes entreprises multinationales se mobilisent un maximum pour essayer de vider le texte de sa substance. C'est notamment Business Europe, qui est l'équivalent du MEDEF européen. On a aussi la FEP, qui est le lobby des multinationales du CAC 40 en France. Et ensemble, ils essaient de dire à quel point ce texte est absolument inapplicable, serait une catastrophe pour le business européen. Ils utilisent des arguments fallacieux du genre « Non, mais nous, les entreprises, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans notre chaîne d'approvisionnement au-delà du rang 1. » Et j'ai envie de me dire, mais pardon, en fait, quand vous êtes des multinationales, vous êtes capable de trouver la main-d'œuvre la moins chère possible à l'autre bout du monde, de faire les montages d'évasion fiscale les plus incroyables possibles, et vous ne savez pas ce qui se passe dans votre chaîne de production quand il s'agit de respecter les droits de l'homme. Donc, c'est vraiment des arguments fallacieux. Ils multiplient les courriers, les invitations à des déjeuners, etc. Et donc, moi, je me suis dit, au lieu de juste prendre leur courrier et le foutre à la poubelle, j'allais leur répondre à leur courrier du soir, à ma manière et de façon un peu décalée. On a eu l'idée à la base pour le 14 février, la Saint-Valentin. Et depuis, j'écris régulièrement à ces lobbies. Et l'objectif derrière cette forme volontairement décalée, c'est de répondre aussi sur le fond aux arguments complètement fallacieux qu'ils utilisent et qui a de l'écho ici au Parlement européen, notamment auprès de la droite, d'où notre inquiétude que le texte soit vidé de sa substance en amont du vote la semaine prochaine. Alors, justement, quelle chance il a, le texte, d'aller jusqu'au bout? Qui vous soutient exactement? Qui soutient ce texte? Est-ce que, par exemple, La République En Marche, il pourrait, dans une certaine mesure, le soutenir? Alors, pour le moment, on a un front qui va de nous, de la gauche au Parlement européen, aux Verts, aux socialistes, et une partie du groupe Renew dans lequel siège La République En Marche. Clairement, La République En Marche n'est pas ultra fan de la question de la responsabilité des multinationales, mais ils se disent c'est une victoire à peu de frais si on se colle au texte français. Sauf que le texte qu'on a sur la table au niveau européen est beaucoup plus ambitieux que le texte français, et donc ma crainte, c'est qu'en effet, dans le détail, on perde la bataille. Mais pour le moment, on a un front majoritaire. Mais je ne sais pas dans quelle mesure il va s'effriter d'ici le vote, notamment au gré de l'action hyper active des lobbies, à tel point que ma petite série là, de lettres au lobby a fait réagir la FEP, qui m'a de nouveau écrit derrière en disant « Nous voulions préciser nos arguments, etc. » Donc, ils sont si mignons. Donc, ils m'ont donné envie de leur faire une nouvelle lettre d'amour. Et donc c'est difficile à dire quel sera le résultat final. C'est passé assez largement en commission, mais on sait que la droite a pour objectif d'essayer de vider un peu le texte pour se dire à la fin, ok, on vote ce texte, mais au final, il n'y a pas vraiment d'obligation sur les entreprises. Et ensuite, on sera dans le camp de la commission et du conseil. C'est toujours long au niveau européen, mais si on a une position très forte et très progressiste, on peut espérer un bon résultat. Et pour être honnête, moi, depuis que je suis au Parlement européen, c'est peut-être le texte le plus progressiste que j'ai vu en matière de régulation des multinationales. Et c'est peut-être ça ce qui m'inquiète, parce que quand ils vont tous s'en apercevoir, ils risquent de s'attaquer encore plus frontalement au texte. Et est-ce que les représentants des petites entreprises sont derrière vous? Est-ce que vous arrivez à mettre cela de votre côté? Alors, plusieurs choses. Nous, on essaie de travailler en effet avec les PME, parce qu'elles ne sont pas directement concernées par ce texte, sauf celles qui interviennent dans des secteurs à risque, type les minerais, qui sont des secteurs où les violations des droits de l'homme ou destruction de l'environnement sont beaucoup plus fréquentes. Et donc, ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est dans l'intérêt en fait des petites entreprises, et que celles qui produisent au coin de la rue et qui vendent à l'autre coin de la rue, elles n'ont pas des sous-traitants à l'autre bout du monde, et qui, en quelque sorte, créent une forme de concurrence déloyale. Donc, il y a un argument, y compris libéral, qu'on essaie de développer à destination de la droite et des libéraux, et leur dire, mais attendez, c'est pas juste, quoi. Et vous qui êtes les tenants de la concurrence libre et non faussée, elle est faussée quand on a des multinationales qui exploitent les travailleurs, et de l'autre, et qui n'en payent pas à aucun moment le moindre coût, et de l'autre, des petites PME qui respectent le droit du travail en France, par exemple. Du coup, l'initiative que tu lances, là, l'appel hashtag qui commande, ça consiste en quoi? Il s'agit de sensibiliser l'opinion, de faire émerger justement une mobilisation citoyenne pour mettre la pression sur les parlementaires. Qu'est-ce que tu demandes à celles et ceux qui regardent ou nous écoutent? Le principe, il est assez simple, c'est de se dire, bon, il y a un lobby hyper actif, de coulisses, opaque, des grandes entreprises multinationales. L'idée, c'est de créer un contre-lobby citoyen
plus fort. Je reprends cette expression, y compris qu'utilisait beaucoup Alexandria Ocasio-Cortez, mais ils ont l'argent, mais nous, on a les gens. Et j'ai la faiblesse de penser que le plus grand nombre est en faveur que Nike, Amazon, McDo, Apple, Vinci, Nestlé, quand ils violent les droits de l'homme ou quand ils saccagent la planète, bah oui, ils doivent rendre des comptes. Et donc, ce qu'on demande aux gens, c'est assez simple. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers. Vous le voyez à l'envers. C'est bon. Alors, vous le voyez à l'endroit. Ok, cool. C'est assez simple. Ça prend, allez, 10 secondes d'écrire ça sur un petit bout de papier. Hashtag qui commande. Et la réponse, c'est nous, de la poster sur les réseaux sociaux en tweetant avec le hashtag qui commande et c'est nous. Et de nous taguer dessus, ça nous permet de les retrouver. Et l'objectif, c'est de montrer qu'on est nombreux et que c'est nous, consommateurs, mais aussi citoyens, qui devons commander, à la fois parce que c'est nous qui commandons les produits quand on les achète, et surtout, c'est nous qui devons commander politiquement et qu'on ne doit pas se faire voler cette décision politique majeure qui aura lieu la semaine prochaine par les lobbies qui sont hyper actifs. Et c'est de là d'où est née mon envie, parce que je me suis dit, putain, nous, on est en train de batailler au Parlement européen, c'est un texte fondateur contre l'impunité des multinationales, qu'elles arrêtent de se sentir au-dessus des lois. Et on est tout seul avec nos petits bras et on s'est dit que on avait besoin des petits bras de toi, Pierre, de toi, Pablo, et de tous ceux qui nous écoutent. On a une dernière question, Manon. Libération, le journal Libération a fait beaucoup parler le week-end dernier puisqu'ils ont diffusé une enquête sur cet électorat de gauche qui, en 2022, s'il était confronté à un second tour Macron-Le Pen, ne voterait pas pour Emmanuel Macron. Toi, s'il devait y avoir la même configuration, t'aurais piscine le dimanche du vote? Tu sais, moi, je fais du water polo, c'est encore mieux comme sport. Ouais, j'ai water polo. Non, franchement, j'en sais rien. C'est difficile à répondre autant à l'avance. Et en fait, je me dis surtout qu'il faut se battre pour éviter d'avoir à se poser cette question et qu'il n'y ait pas ce second tour Macron-Le Pen. Et je pense que ce sera un motif supplémentaire de combat pour 2022 pour déjouer ce duo qu'on nous annonce déjà. Macron-Le Pen, même combat quand même ou pas, Manon? Non, c'est évidemment pas la même chose. Pareil, parfois, ça nous arrive de comparer les dérives autoritaires de Macron à ce que peut faire Orban. Je ne mets pas un signe égal entre les deux. Je dis juste que Emmanuel Macron, avec ses lois liberticides et son recul inédit dans l'histoire de la Ve République, de nos libertés fondamentales, il a préparé le terrain à Marine Le Pen et qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas son rempart et son marchepied, et qu'en cela, Emmanuel Macron est dangereux et que les conséquences seront… si jamais Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2022, je pense que Macron pourra se poser beaucoup de questions parce qu'il aura été celui qui aura permis cela. Et de nouveau, j'en fais un nouveau motif de combat politique. Merci beaucoup, Manon. On rappelle le hashtag qui commande. C'est Manon. Merci, on compte sur vous. Salut.